Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence intitulée « La mesure d'impact, un baromètre de l'ancrage territorial des entreprises ». Il s'agira notamment de revenir sur les conclusions d'un rapport qui a été remis aujourd'hui à Madame la ministre Olivia Grégoire. Il recense des centaines d'initiatives d'entreprises, dont nous avons quelques représentants autour de cette table aujourd'hui, et voilà, qui apportent des réponses aux défis identifiés dans les territoires, que ce soit en matière de cohésion sociale, d'inclusion, de formation ou d'alimentation. L'aboutissement de ces 13 mois de travail a notamment permis la construction d'un référentiel d'indicateurs, dont Timothée Duverger pourra nous parler tout à l'heure, sur la mesure de l'impact social de l'action des entreprises. Le rapport émet également des recommandations à destination des acteurs publics et privés. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde Timothée Duverger. Vous êtes ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim. Vous dirigez la recherche Terre ESS et vous êtes le rapporteur du groupe de travail Engagement des entreprises dans les territoires de l'Impact Tank. Alain Di Crescenzo, vous êtes président de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Et de l'économie sociale et solidaire, bien entendu. Amandine de Souza, directrice générale du Bon Coin. Et, excusez-moi, Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale du groupe Sodexo. Bonjour à tous et merci d'être là pour aborder tous ces sujets. Timothée, je vais peut-être commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse peut-être de ce rapport, la méthodologie, et peut-être revenir sur quelques recommandations clés, notamment à destination des pouvoirs publics ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de votre invitation et puis d'avoir mis aussi en lumière ce rapport à l'occasion de cet événement. Donc, c'est le fruit d'un travail assez long, à vrai dire, puisqu'on a lancé ce groupe de travail avec Impact Tank il y a un peu plus d'un an de cela, avec pas mal de partenaires d'entreprises, dont certaines qui sont représentées sur ce plateau, et un travail collectif avec différents jalons qui ont été posés. Un travail qui est intéressant parce qu'à la fois, on fait, en fait, c'est le contenu du rapport. Alors, je vous le fais en synthèse, parce qu'il fait 250 pages, donc je vous invite évidemment à le lire dans le détail. Pour ma part, je vais forcément effleurer un peu les choses, mais il y a donc, au fond, quatre chantiers qu'on a mis en place. Donc, un premier sur une revue de littérature, sur ces sujets de l'engagement territorial des entreprises, je vais y revenir. Un deuxième point sur un recensement des initiatives, pour essayer de donner à voir concrètement ce que ça recouvre. Un troisième sur un indicateur d'impact, une mesure d'impact social territorial finalement, donc que l'on a travaillé avec l'ESSEC. Et un quatrième point où effectivement il y a des recommandations. Alors le point de départ de ce travail, c'était de se dire au fond, face aux enjeux notamment de transition écologique, on est confronté en fait à une succession de crises. Pourquoi ? Parce qu'on ne pense pas précisément l'impact social, tant de la transition écologique que des politiques de transition écologique. Et donc, dès lors, on a la crise des Gilets jaunes une première fois, après on a la colère des agriculteurs, et puis demain on aura autre chose. Voilà. Donc finalement, face à cela, il faut se poser la question de l'acceptation sociale de ces changements. Et même, peut-être... Si, c'est bon, c'est revenu. Et même peut-être le poser autrement, c'est-à-dire se dire finalement que la question sociale est sans doute un préalable à la transition écologique. Ce n'est pas seulement un accompagnement, un pansement, c'est un préalable. Voilà, c'est ça aussi l'idée, je pense, qui est portée par le think tank Impact Tank autour de la mesure d'impact social. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que pour résoudre les problèmes, ça se joue en fait à l'échelle territoriale, parce que c'est au niveau du territoire que se construisent les solutions. Véritablement, ça c'est un point absolument essentiel. C'est là qu'on peut bâtir des compromis dans une société qui se polarise de plus en plus. Et troisième aspect, les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans, d'où la notion de responsabilité territoriale des entreprises que l'on porte. C'est-à-dire que finalement, l'idée, ce n'est pas seulement pour les entreprises d'incorporer ou de résoudre leurs externalités négatives, mais c'est bien de contribuer au bien commun du territoire. Comment elles peuvent contribuer à la résolution de problèmes sur un territoire ? Problèmes en matière d'emploi, en matière de logement, en matière de déchets, de mobilité, d'éducation. Comment elles peuvent contribuer ? Et deuxième niveau, comment elles peuvent le faire à travers l'action collective ? C'est-à-dire l'entreprise seule ne peut pas tout. Il y en a qui ont dit que l'État ne pouvait pas tout, mais l'entreprise non plus. Et donc l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à monter des coalitions d'acteurs avec des entreprises, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des pouvoirs publics, les habitants eux-mêmes, évidemment. Donc c'est ça véritablement l'enjeu. Et d'ailleurs, quand vous regardez,
Et donc, je suis saboté. Et donc, je disais, quand vous regardez une série comme La Fièvre, qui vient de faire son final, là, c'est pour ça, je le cite, il y a quelques jours, le final de La Fièvre, c'est dans une société polarisée, qui c'est qui vient finalement pacifier le pays? C'est une coopérative, et ce, à un niveau territorial. Donc, c'est pas tout à fait neutre, et je trouve que c'est tout à fait significatif de ce qu'on a essayé de faire dans ce rapport. Alors, à partir de là, une fois qu'on a dit cela, on a fait effectivement un certain nombre de préconisations à l'adresse des entreprises sur comment mettre en œuvre cette responsabilité territoriale. Et puis, on a proposé des recommandations à destination des pouvoirs publics que je résumerai au fond autour de 3 mots clés. Le premier, c'est la coopération. Je crois que la ministre y est très sensible, puisqu'elle avait relancé à l'époque les pôles territoriaux de coopération économique, qui permettent précisément de monter des coalitions d'acteurs pour structurer des filières ou bien pour faire du développement local. Donc ça, c'est un premier élément pour donner quelques exemples. On pourrait citer le cas du modèle de Preston aussi en Angleterre, où on a une ville en déclin industriel qui a mobilisé sa commande publique pour relancer l'économie locale de manière très forte, de sorte qu'aujourd'hui, c'est une ville qui auparavant avait un chômage explosif et qui aujourd'hui a un chômage en dessous de la moyenne nationale en seulement quelques années, un bien-être qui s'est accru, etc. Donc là, il y a des modifications profondes qu'on pourrait effectivement mettre en œuvre. Un deuxième mot-clé, c'est la démocratisation, notamment la démocratisation de l'entreprise. Je pense qu'il y a un sujet, aujourd'hui, on a depuis le 1er janvier 2024 la mise en œuvre progressive de la directive CSRD. Bon, on en a parlé. Je pense que l'un des sujets de la directive CSRD, là où il faudrait aller plus loin, d'ailleurs aussi sur la loi Pacte en France, c'est de poser la question de la démocratisation de l'entreprise. C'est-à-dire se demander comment on fait en sorte que les salariés accèdent à la gouvernance, aux bénéfices et même à la propriété. Donc on a un certain nombre de propositions en la matière dans le rapport. Et troisième et dernier point, pour ne pas être trop long, c'est la notion d'expérimentation. Je pense que l'un des éléments clés également, c'est que dans ce contexte changeant, face à ces grandes mutations, sur la mutation numérique, la présidente d'Impact Tank l'a évoqué ce matin avec l'IA en particulier, que ce soit la transition écologique, les mutations du travail, on a besoin de défricher les possibles, on a besoin d'expérimenter, et ça se fait au niveau des territoires. C'est là que les solutions concrètes s'inventent, et on le voit, on cite des expérimentations, dont certaines sont portées par l'État. Je pense à Territoire zéro chômeur de longue durée, magnifique expérimentation autour de la garantie d'emploi en réalité, et donc savoir comment on peut passer d'une expérimentation locale à la construction d'une proposition finalement nationale. C'est ça le défi d'ailleurs qui va être devant le gouvernement pour sa 3e loi d'expérimentation, enfin qui ne sera plus d'expérimentation, de territoire zéro chômeur de longue durée. On pourrait citer la sécurité sociale de l'alimentation. Il y avait encore un sujet à la radio ce matin là-dessus, à travers l'expérimentation à Bordeaux autour de la sécurité sociale de l'alimentation, dans un contexte où on a besoin de soutenir les agriculteurs, de monter des circuits courts et en même temps de donner accès à une alimentation locale, durable, de qualité. Voilà. Donc je cite ces exemples, j'en finis là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a derrière cela, et c'est la conclusion de cette affaire, il y a besoin de recomposer au fond l'action publique en faisant en sorte qu'elle soit mieux partagée par l'ensemble des acteurs de notre société. Merci. Madame la ministre, justement. On a entendu les recommandations. Comment vous les recevez et quelles actions concrètes peuvent en découler ? Je vais peut-être me permettre un petit propos introductif, si vous me permettez. D'abord, je veux remercier très personnellement et sans flagornerie aucune l'engagement et la profondeur de l'engagement de Timothée Duverger. On est nombreux aujourd'hui dans cet amphithéâtre magnifique du Conseil économique, social et environnemental. Je peux le dire sous le regard de Jean-Marc Borrello, nous n'étions pas si nombreux il y a 10 ans à parler impact environnemental, social, territorial. Et pour certains, et notamment nombre d'entre vous ici, ça va sûrement pas assez vite, mais je suis quand même ravi de voir aujourd'hui la mobilisation académique, la mobilisation entrepreneuriale des 2 côtés, des 3 côtés même, et la mobilisation générale autour de ces sujets d'impact. Certains d'entre vous me connaissent, l'immense majorité pas. J'ai pas ma langue dans ma poche et je suis assez pragmatique. Je me sens moins seul. Quand en 2020, j'ai eu l'honneur d'être nommé secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, beaucoup de gens me regardaient bizarrement sur cet item de responsable que j'avais volontairement demandé à ajouter au président de la République et au Premier ministre. Et derrière,
J'avais une idée en tête, Timothée Duverger vient d'en parler, je pensais notamment à la directive CSRD et à toute la révolution de l'ESG. Donc je veux quand même remercier notamment Agnès Audier, dont je sais que tu n'aimes pas forcément, chère Agnès, tu aimes plus l'ombre que la lumière, mais je veux quand même saluer l'engagement d'Agnès Audier et Jean-Marc Borrello ainsi que ses équipes sur l'impact tank que nous avons lancé il y a maintenant 3 ans à peu près. Et sur tout ce qu'on porte depuis, il reste beaucoup à faire. Mais quand je lis, alors je vais me référer à la synthèse et non pas aux 250 pages que nous avons aussi parcourues, mais quand je lis page 7, renforcer les PTCE, et puis l'engagement budgétaire aussi que j'ai porté depuis 2020-2021, parce que les actes valent mieux que les paroles, ça c'est fait, ça continue, je vais y revenir, et c'est une préconisation lourde de vos travaux, et une préconisation qu'on a déjà embarquée et qu'on va poursuivre. En réalité, l'économie est un enjeu profondément territorial. L'engagement territorial est absolument clé dans la mise en œuvre effective et pas seulement déclarative, je dirais, ou corrective de l'engagement sociétal des entreprises. D'abord parce qu'il implique l'entrée dans une dynamique, Thibaut Duverger vient de le dire, de coopération territoriale multi-acteurs, mais aussi parce que le territoire est l'échelle qui permet aux entreprises d'aller au-delà du cercle de ces parties prenantes les plus classiques. Nous avons en réalité pas mal avancé et en tout cas fait un peu bouger la perception du côté des pouvoirs publics et du gouvernement sur ces enjeux de coopération, sur ces enjeux d'expérimentation territoriale les dernières années. La coopération territoriale, elle est d'ailleurs une très forte recommandation sous l'égide de l'expérimentation locale qui est portée dans le rapport. Et la coopération territoriale, elle est tout simplement un des axes majoritaires de la feuille de route que je déploie avec Maxime Baduel, délégué ministériel en charge de l'économie sociale et solidaire. Moi, je vais être très pragmatique. Dans les recommandations que vous portez, soutenir, encourager les PTCE me semble une priorité absolue. Pour ceux, chacun a son expérience des PTCE, mais la dernière que j'ai eue, notamment dans le PTCE des Landes, est absolument remarquable. Je dis on parce qu'on est aussi une communauté dans l'économie sociale et solidaire. Et je suis aussi la ministre déléguée aux entreprises. Il y a eu pendant de longues années un regard un peu, allez, on va le dire, entre guillemets, arrogant des acteurs de l'économie traditionnelle à l'endroit de ces structures de pôles territoriaux de coopération économique. Alors c'était très sympa, mais on ne savait pas trop ce qu'ils y faisaient, la performance économique, sociale, l'emploi. Bon. Pour ceux qui doutent, qui doivent être peu nombreux ici, le PTCE des Landes est un exemple formidable qui porte aussi ce que j'essaye d'impulser, c'est-à-dire une professionnalisation des PTCE, une thématisation économique des PTCE, comme ils le font dans les Landes, par exemple, autour de 3-4 thématiques d'engagement, dont l'engagement en faveur de la formation professionnelle ou de l'alimentation. Et le PTCE des Landes, c'est quand même des dizaines de parties prenantes, des centaines d'emplois créés, des milliers de stages et d'alternants. Donc ce n'est pas une petite chose dans l'économie, c'est véritablement une communauté économique et sociale, alors qui a du sens, qui cherche bien sûr l'impact et la performance économique, mais pas au détriment de l'impact social, territorial et de gouvernance. Et je crois que nous avons collectivement quand même dépassé le stade des petites choses que certains estimaient être les PTCE, au profit d'une nouvelle approche économique au plan territorial. C'est bien pourquoi, et même si ça n'est pas l'essentiel, comme le dit d'ailleurs le rapport, toutefois, au-delà de l'aspect financier, il n'en demeure pas moins que l'aspect financier est quand même important, parce que s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de PTCE. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors que les financements des PTCE avaient été arrêtés depuis 2015, que dès que j'ai été nommé en 2020, je me suis attelé à remettre du budget sur les PTCE de 2 façons. D'abord, 2,5 millions par an pour faire émerger de nouveaux PTCE dans le territoire, parce qu'on a encore des territoires où il n'y a pas de PTCE.
Et deuxièmement, 1,5 million par an pour financer le développement, la consolidation des PTCE existants. Donc ça, c'est important parce que c'est aussi un engagement structurel au plan budgétaire de l'État qui va permettre à ces PTCE de se consolider. Tout en continuant, je ne vais pas être beaucoup plus longue, l'émergence et la consolidation des PTCE. J'ai aussi à cœur, et je trouve qu'il y a des exemples absolument passionnants dans le rapport, et grâce à vous par exemple, alors moi j'ai depuis longtemps en tête l'idée de territoire à mission, mais j'ai trouvé le passage sur la CCI de l'Hérault, n'est-ce pas, Monsieur le Président, puisque c'est aussi une de vos casquettes, ce qui est fait au niveau du territoire à mission dans l'Hérault, particulièrement inspirant et intéressant. Et je pense qu'il va falloir, enfin je suis même sûr, que les pouvoirs publics soutiennent de plus en plus, en bonne coopération, nous aussi, avec les régions et les départements, cette idée de territoire à mission. Je veux, pour terminer, rappeler aussi mon engagement, qui est un engagement très fort. Mais là aussi, nous étions fort peu nombreux en 2020 à porter à nouveau, parce que je ne suis pas celle qui l'a introduit dans le gouvernement, les contrats à impact. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que c'est ma prédécesseure Martine Pinville qui avait apporté en France la réflexion sur ce qu'on a appelé très longtemps les contrats à impact sociaux. J'ai volontairement voulu élargir le spectre parce que le contrat à impact n'est pas nécessairement qu'à vocation sociale, il peut aussi être à vocation environnementale. En réalité, heureusement qu'il y avait certains convaincus, pour pas dire acharnés de l'impact autour de moi, dont Agnès Audier, dont Jean-Marc Borrello, et dont aussi, à l'époque, le Premier ministre Jean Castex qui a suivi, pour que l'État finance pour à peu près 50 à 60 millions de contrats à impact depuis plusieurs années. Alors il y a des très bonnes choses dans les contrats à impact, et il y a encore toute une courbe d'apprentissage. Parce que ce qui est nouveau n'est jamais simple. Il nous faut convaincre, c'est pas si évident parce que le dispositif même est innovant, engage des parties prenantes et suppose très certainement qu'on essaye de simplifier plus la construction et la mise en œuvre des contrats à impact, dont aujourd'hui encore, je pense que c'est trop complexe pour être largement déployé. Je pense aussi qu'il est important qu'on réfléchisse à la capacité au niveau territorial à bâtir des contrats à impact sociaux et environnementaux, et donc à penser à des investissements et à des tickets plus petits, plus réduits, pas nécessairement de 10 millions d'euros, mais peut-être de sommes plus modestes. Et je pense aussi qu'il y a dans ce rapport, et ces 250 pages de propositions, une approche très inspirante de la territorialisation des contrats à impact, dont le payeur final pourrait devenir les collectivités et pas uniquement l'État, comme ça a été porté depuis ces dernières années. On a encore deux gros sujets d'amélioration. La sortie des contrats à impact et la pérennisation ou la reconfiguration des financements qui y sont associés. Et puis une chose qui me tient personnellement très à cœur, faire aussi en sorte, quand le contrat à impact a acquis, voire dépassé son objectif, à s'assurer que ça inspire, voire que ça devienne une politique publique. Et ce pont-là, on doit encore le bâtir. J'en profite d'ailleurs pour terminer sur un sujet qui vous est cher, Timothée, l'expérimentation locale. Je pense que nous avons dans vos propositions, et je m'arrêterai là pour que chacun et chacune puisse s'exprimer, les ferments de beaucoup de choses à porter ensemble et à faire ensemble. Les PTCE, les contrats à impact, leur territorialisation, l'expérimentation locale, juste sur ces sujets et sur les autres aussi, mais vous pourrez compter sur les pouvoirs publics, comme vous dites très joliment, et sur ma pomme, très prosaïquement. Merci beaucoup. Alors justement, on a la chance d'avoir trois exemples d'entreprises qui s'impliquent dans les territoires. Donc pour concrétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette conférence, je vais me tourner vers elle. Je vais commencer avec vous, Isabelle. Je crois que vous voulez notamment nous parler d'un tiers-lieu que vous avez implanté dans les quartiers populaires de la ville, qui s'appelle la passerelle Sodexo.
Oui, tout à fait. Merci Madame la Ministre. Merci de l'invitation. Alors, avant de tomber à Clichy-sous-Bois, je vais vous faire cheminer sur ce qui nous a amené, nous, Sodexo, à investir dans un tiers-lieu à Clichy-sous-Bois. Donc, pour commencer par Sodexo, et je pense que c'est important parce que c'est fondateur. Sodexo est une entreprise française qui a été créée il y a un peu plus de 50 ans. Et le fondateur de cette entreprise, en 1966, a dit « La mission de mon entreprise, elle sera double. Elle sera d'abord contribuer à la qualité de vie de nos collaborateurs et de nos consommateurs, mais ce sera aussi contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on va opérer. » Donc c'est important de le rappeler parce qu'on était dans les années 60 et que c'était absolument pas le sujet, encore moins de parler d'environnement. Et donc c'est ce qui fonde l'ADN de Sodexo. Et c'est dans ce cadre-là que cette entreprise qui est très ancrée sur les territoires, puisqu'on est 30 000 collaborateurs répartis sur 4 000 sites, donc c'est dans ce cadre et dans cette assise importante que la réflexion a été menée d'illustrer, de trouver une illustration très concrète à l'engagement territorial de Sodexo. Et alors à l'époque où on commençait à y réfléchir, j'ai rencontré Timothée et nous avons compris que ce qu'on était en train de faire avait un mot, enfin avait été relié à un concept, c'était la responsabilité territoriale. C'était une notion qui était, enfin pour nous, qui était inconnue et donc on a découverte. Et donc très concrètement, on a réfléchi à un modèle à impact à partir de 3 enjeux majeurs qu'on voulait adresser, et particulièrement dans les QPV. 3 enjeux qui sont comment Sodexo peut contribuer à développer l'employabilité des habitants, comment Sodexo peut contribuer à la santé par l'alimentation et comment on pouvait accompagner la transition écologique. À partir de cette ambition, et c'est là la particularité du modèle, et c'est bien une initiative privée, hein, on ne répondait pas à un appel d'offres, qui est notre cadre habituel, on a déterminé un modèle économique. On aurait pu adresser ces sujets par la philanthropie. L'idée là, c'était justement d'assurer la pérennité de notre modèle et des actions, et donc des impacts, en appuyant ces actions sur un modèle économique. Donc ça a donné un tiers-lieu qu'on est allé installer à Clichy-sous-Bois. Donc on a acheté un terrain, on a conçu ce bâtiment avec les acteurs publics et privés locaux. On a décidé avec eux des activités qui allaient être intégrées dans ce bâtiment et qui devaient avoir pour vocation de travailler sur l'employabilité et la santé par l'alimentation. Et donc, en discutant avec toutes ces parties prenantes, encore une fois, public, privé, Pôle emploi, mission locale, on a compris que la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir dans ce territoire, c'était de créer une crèche, parce que le premier frein périphérique à l'emploi dans ce territoire, c'est la garde des enfants. Donc, on a construit un espace dédié à une crèche. On a compris aussi que dans ce territoire, il manquait des salles de formation. C'est quand même problématique sur le sujet de l'emploi. Donc on a créé une grande salle de formation et puis on a dédié un espace dans lequel on mène des ateliers qui sont encore une fois tous tournés vers les impacts qu'on recherche. Et je vous disais tout à l'heure, ce modèle-là pour nous doit être un modèle économique parce que c'est pour nous la façon d'assurer la pérennité et donc on a décidé d'implanter une légumerie. Une légumerie, dans notre jargon, c'est un atelier dans lequel on vient transformer de la production agricole locale pour en faire des produits prêts à consommer, prêts à cuisiner, qu'on va commercialiser. Alors c'est important de préciser ça parce que, encore une fois, il nous semble que fonder un modèle sur la philanthropie le fragilise et donc il fallait qu'on ait ce moteur économique. Donc très concrètement, ce lieu a ouvert il y a presque 2 ans maintenant. Ça nous a permis de créer 20 emplois directs. Ça nous a permis de créer 50 parcours d'emploi pour des gens éloignés de l'emploi, avec le concours, bien évidemment, alors à l'époque de Pôle emploi, mais de France Travail, de la mission locale, et puis de toucher à peu près 500 bénéficiaires qui sont des habitants du territoire. Juste un détail par rapport au choix qu'on a fait de nos partenaires. Le groupe SOS est notre partenaire puisque c'est le groupe qui gère la crèche qui est installée dans ce tiers-lieu.
Et puis, une autre chose très importante pour nous, on a choisi d'héberger la mission locale sur le plan Un jeune, une solution, parce qu'il nous semble encore plus aujourd'hui important de nous connecter à des programmes qui existent déjà et de ne pas essayer de recréer des choses. Donc la mission locale aujourd'hui est dans le bâtiment et on interagit avec eux au quotidien, et c'est comme ça et grâce à eux qu'on a des actions qui ont de l'impact. Merci beaucoup Isabelle. Amandine, je poursuis avec vous. Comment une entreprise numérique comme Le Bon Coin s'incarne dans les territoires et cherche à avoir un impact positif? Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on est parti d'une envie. Si je vous redonne quelques chiffres, Le Bon Coin, c'est un Français sur 2 qui se connecte sur la plateforme chaque mois. Donc on a entre 27 et 30 millions de visiteurs uniques. J'espère qu'il est dans la poche de toutes les personnes dans cette salle. On a 500 000 clients professionnels de l'immobilier, de l'automobile, mais aussi divers et variés qui vont permettre de trouver des profils grâce à l'emploi aussi qu'on propose en solution sur Le Bon Coin. Et donc notre envie, c'était de se dire, on n'a pas tant d'équipes que ça sur le terrain, mais on a ces clients professionnels et ces utilisateurs, comment on se rapproche au plus près d'eux. Et puis on est un acteur de l'économie circulaire, on a déjà 18 ans, et l'idée c'était aussi une conviction très forte de dire le numérique ne s'oppose pas au commerce physique. Moi-même, je viens du retail plus physique, des Galeries Lafayette ou de Casino. Et donc, avec cette conviction forte de dire, c'est pas en confrontation, c'est complémentaire. Et donc, comment on peut trouver un projet qui donne du sens dans ce que peut être Le Bon Coin. On est parti ensuite, après cette envie, d'un constat. Alors que les Français nous disent qu'ils veulent vivre à 43% dans des villes moyennes, on voit une désertification des centres-villes, un nombre de vacances commerciales de plus en plus fortes. Et donc on se dit, alors que c'est le cœur des villes, que c'est là que doivent se passer les choses, comment on peut travailler à réanimer et à remobiliser ces centres-villes. Et donc, comment on a fait? On a eu une rencontre grâce à Auxilia, qui est une association qui milite pour la transition, pour un développement territorial plus écologique et plus responsable, et qui nous a convaincus que le territoire, c'était vraiment le lieu de réconciliation possible entre l'entreprise et la société. Et donc, ils avaient un projet, Mon Centre-Ville ou Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, pour donner accès à des baux commerciaux vacants, mis à disposition par la collectivité. Et il fallait qu'on s'intéresse aux porteurs de projets. Comment on peut développer un commerce plus circulaire? Comment on peut travailler un commerce de proximité? Sur quelle tendance les habitants de telle ou telle ville veulent pour que ce soit un succès? Et comment on accompagne ces porteurs de projets? Et donc on a fait un peu ce qu'on fait dans la tech, où on fait des hackathons. Là on fait des marathons de 36 heures, où en fait on associe vraiment la collectivité, les associations, toutes les personnes motivées. Donc il va y avoir des banques, des assureurs, Le Bon Coin, nos collaborateurs qui vont se mettre à disposition des porteurs de projets. Pendant 36 heures, on a une méthode assez robuste pour justement valider la solidité du projet, les accompagner, s'assurer que si un jour ils ont accès à ce bail commercial, qu'il puisse durer dans le temps et que ce soit le plus pérenne possible. Et donc, on a commencé comme ça il y a 5 ans. On voulait aussi s'inscrire dans le temps. Pour nous, c'était très important qu'on puisse avoir de l'impact sur le long terme. Et donc, ça fait 5 ans qu'on accompagne Auxilia et la Banque des Territoires autour de ce fabuleux projet. Et donc, c'est plus de 20 opérations qui sont faites chaque année. Donc, j'ai révisé ma géographie. On a à peu près 80 villes de France qui ont eu accès à ce programme. Et donc, c'est des villes qui vont entre 20 000 et 200 000 habitants, qui, même en accessibilité parfois, ne sont pas forcément évidentes pour nos collaborateurs. Et ça fonctionne très bien. Et on a vraiment, je pense, la magique sauce de faire collaborer les collectivités, les entreprises et les associations.
et des initiatives locales et centrales avec un groupe comme Le Bon Coin qui est national. Et tout ça permet que cette coopération prenne vraiment sens avec des actions très concrètes. Moi, c'est ce que je voulais. On est vraiment une équipe de doueurs et on voulait vraiment qu'il y ait des résultats très concrets, des actions à mener sur le territoire au plus proche de nos clients et de nos utilisateurs. Merci beaucoup. Alain, je conclue ce premier tour de table avec vous. Vous représentez une entreprise qui est par nature ancrée dans les territoires. En quoi cet ancrage est-il un levier pour renforcer l'impact de vos engagements ? Sûr. Permettez-moi d'aussi un peu diverger en début de propos. Je me posais la question pourquoi je me sentais aussi bien aujourd'hui avec vous là. Et j'en ai déduit 3 mots que je partage avec les organisateurs et les personnes ici présentes. C'est parce que ces 3 mots qui ont quasiment un peu drivé ma vie: l'impact, l'engagement et le partage. Voilà. Simplement vous remercier de mettre en exergue ces éléments. Ce que je retrouve d'ailleurs un peu dans l'histoire de la boutique que je représente aujourd'hui, donc qui est une des premières entreprises à impact, qui s'appelle les Caisses d'épargne, créées en 1818, pour faire en sorte que toutes les Françaises et les Français puissent épargner. Non pas pour capitaliser, simplement pour faire face aux aléas de la vie, parce qu'il n'y avait pas d'assurance à l'époque, pas de protection sociale. Et on n'a jamais perdu cette notion d'entreprise à impact, puisqu'on le voit aujourd'hui dans notre modèle coopératif, partage de la valeur et des valeurs. Et on le voit aujourd'hui dans notre positionnement. On est les premiers financeurs des collectivités, des logements sociaux et de l'économie sociale et solidaire. Alors moi, je vais faire comme tout le monde, je vais me référer au grand rapport, donc, qui est très bien, page 233. Oui, parce que moi aussi, attends, 233. Non, simplement, je voulais illustrer effectivement pourquoi l'ancrage territorial amène à l'amélioration ou l'accélération de l'impact. Et on va essayer de le démontrer très rapidement en quelques éléments. Premièrement, dans mon autre vie, j'ai toujours défini l'entreprise de la façon suivante: des racines et des ailes. Les racines profondément ancrées dans les territoires. Parce que personne n'est hors sol dans ce monde. Chaque fois qu'on a eu des gens hors sol, des entreprises hors sol, ça n'a pas marché. Ancrées dans les territoires, au plus profond des territoires, les racines et les ailes pour la conquête des marchés. Et ça, c'est fondamental. Il n'existe pas d'entreprise avec un grand E sans territoire. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça n'a jamais marché. Ou alors, quand ça a marché, ce n'était pas du développement durable, je vous prie de le croire. Concrètement, si je reprends vos accélérateurs d'impact, ancrés dans les territoires égale plus de coopération. Je vais dire plus parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas autrement. Plus de coopération. Pourquoi est-ce qu'on coopère plus qu'en étant ancré dans les territoires ? C'est parce qu'on vit le territoire. C'est parce qu'on le connaît. C'est parce qu'on connaît les intervenants. Et donc tout de suite, j'arrive à l'exemple, illustration, dans la Fédération des caisses d'épargne, surtout les caisses d'épargne, on collabore tous les jours avec 2000 collectivités et associations. Qu'est-ce qu'on en sort de ça ? Je vous donne un programme. Programme sur les jeunes. En 2 ans, on a collaboré avec 600 associations. On a soutenu 300 000 jeunes dans leurs projets et dans leur vie surtout. Je vais vous parler aussi de la formation. On a formé, on s'est rendu compte que des gens avaient du mal à gérer leur budget. On forme 50 000 personnes chaque année pour gérer des budgets. Et puis quelque chose dont je suis fier, parce qu'on vient de le créer ensemble sur ma mandature, en collectif, c'est l'Institut de microfinance. On attribue 5000 microcrédits par an pour faire en sorte que quelqu'un puisse acheter un moyen de locomotion pour aller bosser, parce que dans les territoires ruraux, de temps en temps, c'est pas facile. Point numéro 1. Point numéro 2, je vais le dire différemment que toi, on va dire, c'est ce que j'appelle la redistribution. Si vous ne connaissez pas les territoires, les intervenants, les personnes, ceux qui vivent, vous ne savez pas redistribuer. Et ce que je retrouve, exemple toujours, dans ces caisses d'épargne, c'est que toute l'épargne prélevée sur les territoires est réinvestie dans les territoires. Parce qu'on connaît les acteurs. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est quelque chose qui nous est cher, c'est le mécénat. 20 millions d'euros redistribués dans les territoires en termes de mécénat, parce que c'est l'essence même de ce que nous sommes. Et le dernier sujet, on a cité l'expérimentation. Toujours pareil. Si vous n'êtes pas sur les territoires, pas reconnus, pas perméables aux idées, pas d'expérimentation. Un exemple, si vous le voulez bien, et qui vient de chez moi, Occitanie, Toulouse pour être plus précis.
en discutant avec des collectivités, avec des associations, on s'est rendu compte qu'on avait un décrochage, et qu'on sait aujourd'hui, de population, c'était il y a 5 ans ça, de population par manque d'accommodation avec l'outil digital. L'exclusion digitale. On a lancé des formations, on forme aujourd'hui 1000 personnes chaque année. Ce n'est pas suffisant. Avec des associations, avec finances et pédagogie, le résultat est extraordinaire. 96% des personnes sont satisfaites et à la sortie de la formation, la moitié utilisent un outil qu'ils n'ont jamais utilisé de leur vie. Non pas pour faire des virements bancaires, mais pour tous les plaisirs de la vie qu'on peut avoir via des réservations pour les spectacles, etc. Donc voilà, de façon excessivement concrète, l'illustration de la page 233 de ce beau rapport. Encore une fois, je félicite ceux qui l'ont porté et ceux qui vont le faire vivre, et nous, on veut le faire vivre. Merci Alain. Timothée, je rebondis avec vous. Donc, de toutes ces expériences de terrain est ressorti un référentiel de la mesure d'impact. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même un peu l'objet d'Impact Tank, effectivement, que de pousser les mesures d'impact social dans un contexte où, au demeurant, ça monte très fort en réalité. On le voit d'ailleurs du point de vue des décideurs publics. On le retrouve dans le plan d'action européen en faveur de l'économie sociale. On le retrouve à différents niveaux. Maintenant, il y a des collectivités. Moi, je l'ai vu en région Nouvelle-Aquitaine. On apportait aussi ces outils auprès des lauréats d'un AMI sur l'innovation sociale. Donc ça monte, j'ai envie de dire, au niveau des pouvoirs publics, mais aussi évidemment au niveau des entreprises elles-mêmes, avec des enjeux évidemment stratégiques en réalité, parce que derrière la mesure d'impact, l'objectif, alors ça peut être évidemment de communiquer, mais en réalité le véritable objectif, c'est pas seulement de répondre à l'injonction d'un financeur, c'est pas seulement de répondre à des enjeux de communication vis-à-vis de ses consommateurs. Voilà, c'est d'avoir un pilotage stratégique, au fond, de son entreprise pour pouvoir vérifier qu'on atteint bien ses résultats. Et ce qui est intéressant dans la démarche d'Impact Tank, et notamment autour de l'impact social, c'est qu'on remet cette question sociale au centre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un mur qui est la crise écologique, et tout le monde, effectivement, le regarde, mais bon, parfois a le nez peut-être un peu trop rivé là-dessus, sans voir finalement tous les effets de bord. Et donc je trouve que c'est très important de remettre dans le débat cette question de l'impact social, de le remettre au cœur, parce qu'encore une fois, c'est le préalable qui conditionne. Alors, à partir de là, on a travaillé effectivement un indicateur, et ce qui est intéressant, c'est, on l'a fait avec l'ESSEC, donc qui est spécialisé sur ces sujets. Donc on a repris en fait la méthodologie de l'ESSEC en matière d'impact social, mais la différence, parce qu'il y a quand même des éléments d'innovation assez forts dans ce rapport sur ces aspects, c'est qu'on pose la question territoriale. Donc déjà, ça veut dire, qu'est-ce que le territoire ? Est-ce que le territoire, ce sont des limites administratives ? Non. Le territoire, c'est un construit social, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est immédiatement pour l'entreprise d'identifier quel est son territoire. Et donc, de voir quels sont ses clients, évidemment, quels sont ses fournisseurs, quels sont ses partenaires, où sont situés ses salariés, etc., etc. Donc là, c'est déjà un premier point, déjà un point de tension en réalité, délimiter le territoire. Ensuite, c'est d'identifier à partir de là la cartographie des parties prenantes de ce territoire. C'est en lien. C'est un concours d'acteurs, un territoire, c'est un construit social. Donc dès lors, ça veut dire que quand on détermine une mesure d'impact sur un territoire, ça veut dire qu'en fait, il faut une convention collective pour se mettre d'accord au fond, quels sont nos objectifs communs et quels sont les indicateurs de réussite autour de ces objectifs. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand on fait ça, on n'est pas seulement sur un outil de gestion, on est sur un outil de délibération démocratique au niveau territorial, on est sur un outil de gouvernance territoriale, pour précisément, par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, avoir des effets systémiques. Parce que si vous pouvez additionner finalement des interventions ciblées, ça ne fera en réalité, ça ne sera même pas une addition. C'est-à-dire que l'enjeu, justement, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs-là coopèrent effectivement et mutualisent leurs moyens et des effets derrière multiplicateurs. Parce qu'en fait, c'est ça que permet la coopération. C'est d'avoir effectivement des effets multiplicateurs. Donc avoir une convention au niveau territorial, c'est absolument fondamental en réalité si on veut générer des effets réels, concrets, d'ampleur. Voilà. Sans ça, on n'y arrive pas. Donc c'est ça véritablement, je pense, un des chantiers qu'ouvre cet indicateur. Un chantier, je dis bien, parce qu'en réalité, on ouvre une voie un peu nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui. Il y a eu plusieurs indicateurs qui ont émergé ici ou là. Auré, notamment, l'association Auré qui avait fait un indicateur d'ancrage territorial. Il existe quelques indicateurs, mais il n'y avait pas cette fusion des deux entre le niveau territorial et l'impact social. Et donc c'est ça qui amène véritablement cet indicateur. Et donc derrière, ça veut dire, en termes d'indicateurs précis, il y a à la fois, on va mesurer les effets individualisés. Donc on va voir très concrètement qu'est-ce que ça produit, quels sont les changements que ça produit dans la vie des gens.
mais pas que. C'est-à-dire qu'on va vérifier aussi comment ça bouge les écosystèmes, comment on transforme la société en réalité. Et ça, c'est un point essentiel parce que c'est la condition des effets individualisés. Donc on va vérifier comment on transforme les écosystèmes et comment on transforme les territoires. Et donc se poser la question à un niveau collectif, encore une fois, puisqu'on est sur un changement qui n'est pas qu'un changement individuel, mais un changement social, un changement de société. Voilà. Et donc je pense que la plus-value de cet indicateur, c'est ça. Alors maintenant, pour conclure là-dessus, l'enjeu, alors vous verrez, il y a quelques dizaines de pages qui y sont consacrées, donc je vous rassure, il y a de la matière. Mais ce qui est intéressant derrière, ça va être effectivement de l'expérimenter pour pouvoir l'améliorer. C'est-à-dire, moi, ce que je crois, c'est qu'un rapport, si vous voulez, ça peut finir dans un tiroir. D'où l'intérêt d'avoir la ministre, des entreprises qui peuvent réagir évidemment à ce rapport. Mais derrière, il faut qu'ils s'en emparent. Et typiquement, l'indicateur, c'est un outil immédiatement saisissable par les entreprises pour le mettre en œuvre, le tester, l'expérimenter et l'améliorer. Parce qu'en fait, ce n'est que le début en réalité d'un chemin qu'on lance là. Merci beaucoup. Avant de donner le mot de la fin à Madame la ministre, je voudrais refaire un dernier tour de table avec les entreprises. Alors il y a le référentiel d'indicateurs, il y a des recommandations qui sont émises. J'aimerais bien avoir en 2 minutes, désolé parce que le temps va nous manquer un petit peu, par rapport à votre retour d'expérience, je suis une entreprise qui a envie de s'impliquer dans les territoires et d'avoir un vrai impact. Qu'est-ce que vous me recommanderiez ? Alors d'abord, de comprendre que s'inscrire dans un territoire, ça nécessite un temps long, très long. On ne peut pas arriver dans un territoire comme ça et dire, voilà, on va vous expliquer comment on change la vie. Donc le temps est très long. Et puis, moi, j'alerterais sur le fait que tout le monde réclame des alliances, mais la réalité, c'est qu'il y a un monde de suspicion entre tous ces différents acteurs qu'on veut mettre autour de la table. Les acteurs publics, les acteurs privés, les associations, les acteurs de l'ESS et les entreprises. Ce n'est pas un monde tranquille qui collabore et qui échange naturellement. Donc, il y a un vrai sujet d'acculturation, et c'est pour ça qu'il faut un temps long. Et donc, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. La CSRD peut être un moyen, justement, de pacifier un peu ces relations et de passer l'étape de la question magique. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Donc, voilà, ça va peut-être pacifier ces relations et accélérer les choses. Et puis, ce qui est fondamental, c'est d'avoir un cadre d'échange et de partenariat. Il ne suffit pas de dire on va faire une alliance, il faut vraiment, et je rejoins ce que vous disiez Madame la Ministre et ce que tu disais Timothée, il faut ce cadre pour structurer la démarche et l'inscrire dans le long terme. Ensuite, je dirais que l'enjeu, c'est aussi les habitants. Il ne faut pas négliger ce qu'on peut faire directement avec les habitants. Nous, dans notre projet à Clichy-sous-Bois, on a mis autant d'énergie à mettre autour de la table et à faire comprendre notre démarche auprès des acteurs publics et privés que engager les habitants, leur expliquer ce qu'on venait faire et les associer à la démarche. Ça, c'est vraiment extrêmement important pour que le modèle puisse prendre et encore une fois, apporter toute la valeur qu'il peut apporter dans ces territoires. Merci beaucoup. Amandine ? Nous, évidemment, on n'aurait pas réussi à faire cette action au niveau local dans plus de 80 villes sans des partenaires. En fait, on n'avait pas les clés pour aller parler aux collectivités. Et c'est aussi, ne serait-ce que du vocabulaire, la façon dont on adresse, à quelle porte on doit aller frapper, évidemment. Le plus simple, c'est de choisir les bons partenaires. Et donc ça, c'est grâce vraiment à Auxilia qui nous a décodé la façon dont il fallait que ça fonctionne, où est-ce qu'on pouvait agir. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc cette association Banque des territoires Auxilia et Le Bon Coin, évidemment, c'est ça qui fait que ça fonctionne aujourd'hui en s'inscrivant dans le temps, dans la durée, évidemment. C'est la 5e année cette année, donc c'est important. Et puis, c'est aussi du test and learn, c'est-à-dire que comme on le fait tous les jours dans une boîte tech, on a ce projet-là qui fonctionne bien et on s'est dit, en fait, en partant du constat que parfois les surfaces qu'on donnait pour les projets étaient trop grandes, parfois c'était des projets pour des créateurs qui nécessitaient que 10 mètres carrés, donc comment ils pouvaient s'associer avec d'autres. Et de là, on a créé un nouveau concept, ce qu'on appelle le co-selling. On a beaucoup entendu parler du co-living,
co-living, du coworking. Mais on est convaincu aussi que dans les villes, pour redynamiser les centres-villes, on peut aussi associer plusieurs entités, notamment des associations, mais aussi des entreprises, des créateurs. On remet à l'emploi et on redonne une chance à des gens qui étaient au RSA, à des anciens prisonniers qui sont des créateurs aujourd'hui. Et donc on a un premier magasin qui a ouvert à Vitry-le-François, dans la région de Reims, qui est quasiment complet et dans lequel en fait, il y a plusieurs partenaires qui s'associent, plusieurs porteurs de projets. Vous allez avoir le Secours Populaire qui revend ses produits. On a un ESAT qui va vendre des fruits et légumes. On a un brasseur. On a des créateurs locaux. Et tout ça fait que ils partagent des expériences, ils partagent des mètres carrés. Ils n'ont pas la solitude du commerçant seul dans sa boutique à attendre parfois le chaland toute la journée. Et ça fonctionne bien. Et donc ça, on va essaimer et passer à l'échelle grâce à ce partenariat-là avec Auxilia. Et donc il y a d'autres villes qui commencent à être intéressées pour avoir ces projets plus long terme, de faire vivre ces boutiques partagées. Et donc on est extrêmement content aussi de les accompagner sur quelque chose de plus pérenne et de plus durable et qui correspond encore mieux à ce que veulent les habitants et les porteurs de projets. Merci. Alain, une recommandation, peut-être deux? Mais la recommandation, c'est simplement par l'expérience. Qu'est-ce qui fait que quelque part la greffe prend sur les territoires? Moi, j'ai 3 actions qui font que chaque fois qu'on a fait ça, ça a marché. J'embauche sur le territoire, j'achète sur le territoire et je coopère avec le territoire. Vous pouvez le prendre comme vous voulez, ça marche. Et simplement, je vais vous dire, vous allez me dire, embaucher sur le territoire, ça peut être compliqué. Et c'est là que la coopération est importante. Et j'ai vu, je sais, parce que ça marche, que si on met autour de la table, d'accord, les gens du RSA, des jeunes du lycée pro, où aujourd'hui il y en a 70% qui ne trouvent pas de boulot, des métiers sous tension, des centres de formation et des collectivités qui sont là pour aider, ça marche. Voilà. Donc je répète, j'achète, j'embauche, je coopère. C'est les 3 mots qui marchent à tous les coups. Merci beaucoup. Madame la ministre, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous inspire les retours d'expérience que vous avez entendus aujourd'hui? Plein de choses. Plein de choses. D'abord, on parle toutes et tous de nos points de vue, fort de nos expériences, d'un mot qui est bien plus qu'un mot, qui est la coopération. Et j'ai une pensée dans ce lieu éternel pour l'immense Claude Alfandéry, qu'on va applaudir. Qui, je crois, nous a toutes et tous beaucoup appris en matière de coopération et de partage, pour reprendre les mots d'Alain Di Crescenzo. Vous avez dit quelque chose, Madame April, que je trouve très vrai. L'idée, c'est pas de se faire plaisir, là. L'idée, c'est de se dire les choses. Ce que vous avez dit sur l'acculturation est très vrai. En tant que ministre délégué aux entreprises normales, conventionnelles, et à l'économie sociale et solidaire, on a encore beaucoup de boulot. Et je pense qu'il est important de se le dire pour pouvoir lever les obstacles, lever les freins. La vérité... Alors, je vous rassure, c'est une image, ça n'est pas moi. La vérité, elle est entre ce que dit Alain Di Crescenzo sur se mettre tous autour de la table, mais avec les freins aussi que vous avez soulevés et qu'il faut lever en toute lucidité. Pour faire souvent des tables rondes avec les parties prenantes, pouvoir public, collectivités, assos, entreprises, j'en passe, on a encore, si ce n'est de la suspicion, ce qui est un peu trop fort, mais de la méconnaissance. Et parfois, moi, ce que je remarque, c'est effectivement une suspicion sur les objectifs et les finalités de chacune et chacun des entrepreneurs. Donc ça me semble être quand même l'éléphant au milieu de cet hémicycle majestueux. Et je crois comme vous, madame, mais nous sommes, soyons clairs, très minoritaires à le penser. Je crois qu'il y a quelque chose de salvateur dans cette directive qui porte un nom impossible de CSRD, qui peut peut-être aider à lever les freins et les obstacles
puisque qu'on soit grande entreprise, comme celle dans laquelle vous travaillez, qui est astreinte depuis 2014 à la déclaration de performance extra-financière, que ce soit les entreprises de taille intermédiaire qui vont l'être de plus en plus puisque la mise en œuvre de ces SRD est effective, ou que ce soit nos PME qui, par ricochet, dans le cadre de la chaîne de valeur, vont être concernées par cette directive, malgré les suspicions, il va nous falloir travailler ensemble. La réalité, et je le dis aussi aux côtés d'Alain Di Crescenzo, dont tout le monde sait qu'il est au cœur des entreprises et qu'il a l'immense responsabilité de la présidence des chambres de commerce et d'industrie, la réalité, c'est que quand on parle par exemple de nos entreprises conventionnelles, c'est loin d'être gagné. Et CSRD n'est pas vu comme une opportunité. Hein. Donc je pense qu'on a beaucoup à bâtir encore. Comment dire, la CSRD peut être un formidable prétexte pour imposer un peu au forceps la coopération territoriale. Parce que la CSRD et ses 1178 data points, dont il nous faudra rappeler ensemble dans tout le pays qu'ils ne concerneront jamais une seule et même entreprise, parce qu'on a des raisons d'avoir peur, mais on n'a pas raison de se faire peur. La CSRD et ses 1178 data points, dont 70% ne sont pas quantitatifs, mais descriptifs de la politique de l'entreprise, notamment par exemple sur les déchets. Il ne s'agit pas d'avoir un scoring, mais d'expliquer la politique mise en œuvre. La CSRD va forcer, notamment sur le champ social, et je soutiens ardemment Timothée Duverger sur le S et le G de l'ESG, parce que vous l'avez dit, la transition écologique, c'est pas une option. La conscience est quand même assez partagée, peut-être pas suffisante, mais partagée. Mais il y a quand même, que ce soit dans les débats européens ou dans les débats ici en France, une surpondération du E versus le S et le G. Si c'est pour mener la transition écologique en écrasant les salariés, si c'est pour mener la transition écologique en continuant à développer des modèles hyper descendants de management, on n'y arrivera pas. Et donc, je voudrais clore, moi, sur ce S, et surtout, je dirais, ce G qui me tient tant à cœur. D'abord, je pense qu'il y a, et sachez que j'y travaille en ce moment même, en vue peut-être d'un texte de loi dans les prochains mois, je crois qu'il y a un sujet fondamental dans la coopération. On a parlé de coopération territoriale, mais la coopération interne à l'entreprise, la démocratisation que vous appelez de vos voeux, il y a dans les modèles même de l'économie sociale et solidaire, que vous connaissez mieux que les autres, je pense au SIC, je pense au SCOP, je pense au SAPO, qu'il va nous falloir moderniser puisque le haut d'ouvrier est à moderniser. Mais il y a dans le SIC, dans la SIC, pardon, la SCOP, la SAPO, notamment au niveau des centres-villes et notamment au sujet des commerces de centre-ville, des modèles de gouvernance et de partage de la responsabilité sociale extrêmement inspirants, qui correspondent à l'ère du temps, à ce que veulent les gens, et notamment les plus jeunes, être partie prenante, pas un jour par an au séminaire d'entreprise, mais tous les jours sur les valeurs, l'objectif, la performance et les modalités de l'entreprise, et qui portent en eux-mêmes, au-delà de l'incantation, qui incarnent le partage de la responsabilité, le partage du pouvoir, le partage des richesses. Donc, je trouve d'ailleurs ce que vous racontiez au nom du Bon Coin très intéressant, parce que si je me mets entre vous deux des racines et des ailes, vous êtes nés en virtuel, ça pourrait être des ailes, et vous êtes enracinés dans ces 80 territoires avec cette boutique concrète et faciale à Vitry-le-François.
Donc peu importe l'ordre, mais ce qu'il y a de certain, c'est que, et ce sera mon mot de fin, autour de l'entreprise, dans cette coopération, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup et je trouve qu'on ne l'investit pas assez. Donc, si vous voulez qu'on l'investisse ensemble, pour ceux que ça intéresse, c'est une invitation. C'est la coopétition. À mi-chemin entre la coopération et la compétition. Parce que quand vous rassemblez des TPE ou des PME qui sont sur le même secteur d'activité et qui ont envie de s'engager pareillement au nom d'une cause ou d'un objectif sur le territoire, il se peut qu'elles s'asseyent à la même table dans le cadre du travail collectif, mais pour être très direct, qu'elles se tirent la bourre pour gagner des marchés l'une face à l'autre le reste du temps. Ça n'empêche pas, pour des entreprises qui pourraient être par exemple dans la formation professionnelle ou de se mettre parfois ensemble au service d'un objectif qui dépasse la compétition entre les deux entreprises. Donc, il y a autour de l'entreprise, bien sûr, cet item de coopération, de coopétition, et à l'intérieur même de l'entreprise, encore à mon sens, tout un champ à investir sur le volet social et de gouvernance, avec des modèles qui, pour certains, datent d'hier, mais dont la modernité aujourd'hui devient extrêmement visible et forte. Et pour le coup, je vous rejoins, Timothée Duverger, c'est au pouvoir public, dit autrement quand on en est au gouvernement, de s'emparer aussi peut-être de la modernisation de ces formes de gouvernance pour leur redonner une nouvelle vie au XXIe siècle à l'aune de la transition écologique, mais aussi de l'engagement social et de gouvernance. Comptez sur moi, sur nous, parce que je suis loin d'être seul. On est nombreux, et vous êtes nombreux à nous nourrir aussi. Je veux vous en remercier, à commencer par vous, Timothée, pour porter ces sujets dans les prochains mois. Et puis, je partage avec vous quelque chose qui explique aussi un peu ma fatigue relative. J'ai passé 3 jours en Italie dans le cadre de l'observation d'un certain nombre de PME italiennes pour voir la façon dont elles coopéraient aussi. Ça, c'est pour vous répondre sur quelles sont les limites du territoire. Excellente question. Est-ce que ce sont les limites administratives? Pourquoi? En Italie, le district, c'est un mélange entre le département, l'agglo, voire des mini-régions qui ne sont pas portées par les frontières de la géographie, mais par les opportunités communes. Quand vous allez à Florence et que vous allez au Prato, vous avez des PME qui se tirent la bourre toute l'année, mais qui se mettent ensemble pour répondre à des grands marchés, pour répondre à des grandes compétitions publiques. Elles sont entre la coopération et la compétition, et elles font de leur territoire un territoire unique et performant. Il y a sûrement des ferments d'inspiration dans ce modèle aussi italien. Merci en tout cas à toutes et tous, à l'Impact Tank, à vos équipes. On a toujours besoin d'inspirer, et peut-être même encore plus quand on est ministre, alors merci. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est la fin de cette conférence qui va laisser la place à égalité des chances et insertion, mesurer, évaluer et agir. Merci.